En direct des studios Genix Coded d'Urbania, très Wayne's World quand même, vous écoutez Beachology, un balado de Vanessa Destine en collaboration avec l'entreprise fondée par Philippe Lamarre. Et oui, j'ai dit Vanessa Destine. Je sais pas si vous savez, là, mais pendant genre 16 ans de ma vie, on m'a appelée Vanessa Destine et j'ai beaucoup plus de facilité à me présenter comme ça. Je trouve que ça coule mieux. Vanessa Destine versus Vanessa Destinée. On dirait qu'il y a comme une syllabe de plus, dans le fond, dans Destinée, alors que Destine va comme l'amortir un peu. Pauvre de moi. C'est vraiment un first world problem. Là. C'est parce qu'en Haïti, la langue officielle, c'est le français, là, because la colonisation. Mais dans les faits, l'écrasante majorité des gens parlent créole. Et bon, ben, les études sont aussi là, parfois difficiles d'accès. On ne sait pas toujours écrire dans la langue qu'on parle, right? Donc, les papiers sont pas toujours en règle. Et en plus, ben, en créole haïtien, l'accent aigu n'existe pas vraiment. T'sais, on a comme l'accent grave, on a les trémas, par exemple, mais on n'a pas vraiment l'accent aigu. En fait, on présume que le E va avoir un accent aigu naturellement. Fait que des fois, on le prononce, des fois, on le prononce pas. Fait que c'est bien mélangeant, c'est bien compliqué tout ça, là, mais toujours est-il que plus jeune, mon père il utilisait destine et destinée comme si c'était interchangeable, OK? Sans que personne s'en offusque, right? Et là, arrivé au Canada, ben, je sais pas. Quand je suis née, il a dit destinée. Puis c'est ça qu'ils ont mis sur mon petit bracelet d'hôpital et sur mon certificat de naissance. Certificat de naissance qu'on a fini par perdre parce que mon père l'avait pas rangé sous le matelas comme le font habituellement les parents immigrants, right? Rafi, tu ris, je sais. Where are you from? Rappelle-nous. Italie. Rafi en studio avec nous, une Italienne, glorieuse coiffure italienne d'ailleurs aujourd'hui. Love it, le beau chignon remonté. So you know what I'm talking about. Non-accord? Non-accord, c'est quoi? Oh, nonna, comme nonna, là, comme... Capiche? OK, ouais, c'est ça. Fait qu'une non-accord. Tout à fait, ouais. Mais ça te va très, très bien, avec une belle petite jupe aussi, très saillante. Le tissu a l'air de respirer. Good for you. Ça fait du bien, hein? Mais en même temps, on vieillit, là, on sue du cul maintenant, là. Ça, c'est comme un struggle, là, qui est vraiment... C'est réel, c'est réel. Puis ça peut empoisonner une journée. Bref, ma naissance. Ma naissance, donc oui. Alors, mon père, il a dit destinée. Fait qu'ils ont mis ça sur les papiers. Là, mon père, il a évidemment égaré mon certificat de naissance. Puis là, à un moment donné, il fallait le retrouver parce qu'il fallait faire mon passeport. J'étais rendue à l'adolescence. J'allais à l'école. Puis là, on allait en voyage en Italie avec l'école. Et là, j'avais besoin de mon certificat de naissance. On l'a finalement retrouvé pour que je puisse faire mon passeport. Et là, quand l'école a vu que mon nom s'était destiné sur mes papiers officiels, ils ont fait tout le changement. Puis du jour au lendemain, les professeurs ont commencé à m'appeler Destinée. Puis ça a été comme un choc parce que 16 ans de ma vie à me faire appeler Destine. Et juste pour que vous compreniez, j'ai 2 demi-frères. Mes demi-frères, eux, sur leur papier, c'est Destine. Il y a juste moi là, qui est destinée. Là. Fait que c'est comme... C'est un mindfuck. Là. Puis là, vous vous dites, mais pourquoi qu'elle parle de ça? Je sais pas! Je le sais pas! Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu une bulle au cerveau. Pourquoi j'ai voulu qu'on cesse de me dead-namer. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est le contraire. Hein? On dirait que ça fait même pas de sens, qu'est-ce que je dis en ce moment dans ma tête. Dead-namé. Si je veux qu'on m'appelle Destine plutôt que Destinée, Destinée devient mon dead name. C'est ça. OK, make sense. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que à partir de maintenant, je réponds au nom de Vanessa Destine. Je vous préviens, si vous vous dites Destinée dans la rue, je me retournerai pas. Long préambule pour parler de mon voyage en Italie. Tout ça, ça menait à ça, OK? Puis voyage en Italie qui est très important dans ma vie, très formateur et important dans l'épisode du jour de Beachology. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à l'Antiquité. Et je viens justement d'aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Tout ça, là, tout ça, ça servait à en venir à ce moment-là précis. Ça culmine avec ça. Donc, j'ai été voir l'Odyssée de Christopher Nolan et vous savez, j'ai beaucoup d'opinions. J'ai des opinions à partager sur ce film. On va y revenir, hein, parce que ça va être long. Ça va être un long décryptage du phénomène, de ce film-là, qui est comme le film événement de l'été, right, Rafi? Ouais. Manque d'enthousiasme total, mais c'est parce que tu as des choses à dire. Toi aussi, tu as des opinions, Rafi. Mais c'est ça, on va pas aller là tout de suite parce que les opinions en général, moi, c'est quelque chose qui me vaut beaucoup de troubles dans la vie. Hein, fait qu'il faut commencer soft. D'ailleurs, justement, il y a quelques jours, ça m'a encore mis dans le trouble, là, mes opinions. J'ai parlé de la séparation de Claudie et de Mathieu. Est-ce que tu as vu ça passer, Rafi? Of course you did. Mais comme t'es une Italienne anglophone, and yet t'as vu passer la rupture de Claudie et de Mathieu.
de OD Afrique du Sud. Sur Facebook, c'est ça, de plus. Oh my God, en plus, où il n'y a plus personne sur Facebook. And yet, ils ont réussi à se frayer un chemin et à trouver leur public sur Facebook. Sur ce réseau social en décrépitude. Shout out à mes fans, si vous êtes là, les 3 qui sont encore sur Facebook sur une base régulière. Je sais pas où est-ce que vous allez chercher Bitchologie parce que je partage rien de Bitchologie sur Facebook, mais en tout cas, vous avez trouvé votre chemin jusqu'à moi et je l'apprécie. Merci à vous de tenir le fort. Mais oui, donc, oui, Mathieu et Claudie, donc, ils se sont séparés après quoi, 6-7 ans de relation. Ça a fait grand bruit. C'était partout sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Là, pendant 48 heures, là, on a vécu ce qu'on appellerait normalement une éclipse médiatique. Ah, il s'agit de l'Internet, fait que j'ai le goût de dire une éclipse numérique. Et évidemment, parce que je suis une fouille merde, j'ai décidé d'écrire un texte sur le sujet où je parle un peu de tout comment dire, tout le commérage là, autour de la rupture, justement, là, la grande discussion publique, là, où est-ce que tout le monde s'est approprié un peu de leur histoire personnelle à tous les deux. Là. Ça a donné lieu à une drôle de guerre des sexes là, sur Internet quand même, là, avec les filles qui prenaient le bord de Claudie automatiquement, puis là, Mathieu, c'est un écœurant, blablabla, lâche pas ma belle, tu vas en trouver un autre, il te méritait pas de toute façon. Puis de l'autre côté, les gars qui sont comme « il est enfin libre, c'est pas facile de vivre avec une fille qui a un tag, un trouble d'anxiété généralisée, elle a ça, Claudie, tu sais. Là, il a le droit de faire sa vie, ils sont jeunes tous les deux, il est pas obligé d'être avec elle en couple jusqu'à la fin de sa vie, elle a l'air intense. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux, elle est intense, cette fille-là. Nan, nan. » Bref, c'était vraiment... C'était comme une caricature, en fait, c'est comme de la guerre des sexes dont on parle beaucoup là, en ce moment, là, où est-ce que les hommes, les femmes, on a de la misère à se parler, en quelque sorte, right? Fait que j'ai voulu faire un petit texte là-dessus, sur notre côté voyeur, en fait, parce que moi, je trouve que c'est comme la société du spectacle là, dans toute sa splendeur, où est-ce que là, c'est comme si la télé-réalité, qui est quand même assez jeune là, dans l'histoire de l'humanité comme phénomène, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de se pencher là-dessus puis de voir un peu comme l'impact que ça a sur nous. J'ai vraiment l'impression que la télé-réalité a complètement brouillé nos repères. J'ai l'impression que tout le monde est rendu fucking zinzin. Genre, les gens, comme je disais tantôt, s'approprient l'histoire de Claudie et de Mathieu, font de la projection, s'identifient aux deux protagonistes un peu. C'est comme si c'était un film, puis qu'il fallait choisir un camp, qu'il y ait forcément un bon puis un méchant dans cette histoire, alors que c'est quand même rien qu'un couple qui se sépare. Là. Après 6-7 ans de relation, en plus, je veux dire, ils ont un bagage, puis des fois, ben ça, c'est pas parce qu'il y en a un ou l'autre qui est un trou de cul. Des fois, c'est aussi juste l'usure, la fatigue, la routine, la différence de valeur parce qu'on vieillit. On s'est rencontrés quand on était jeune, puis à un moment donné, ben on n'est plus tout à fait alignés sur ce qu'on veut. Tout ça, c'est légitime, là. Ils ont le droit de se séparer. Mathieu, il a le droit de ne plus aimer Claudie. C'est pas criminel, là. Puis Claudie, de son côté, évidemment qu'elle a le droit d'avoir de la peine puis de l'afficher sur les réseaux sociaux. Après, on peut se poser des questions sur le spectacle, sur la tournure que ça a pris, parce que lui, il passe sur une dérape, genre ça brosse au Festival d'été de Québec, fait un live pendant 12 heures où il nous parle de ses nouvelles ambitions pour sa vie de célibataire, tu sais, de fraîchier célibataire, où il nous raconte qu'il était pas satisfait sexuellement puis qu'il a juste le goût d'avoir du fun, tu sais. Puis il a été dénoncé à juste titre, je comprends ça. Mais de l'autre côté, on aurait très bien pu voir un scénario où c'est Claudie aussi qui laisse Mathieu puis qui décide de sortir avec ses chums de filles, aller prendre des mimosas, taguer les filles sur les réseaux sociaux puis dire « Hey les filles, donnez-moi vos green flags, j'ai le goût d'avoir du fun, nanana. » Tu sais, tout ça, ça se peut, là. Je veux dire, c'est une rupture. Ça va être laid pour toutes les parties impliquées. Mais pourquoi nous, comme public, on est aussi investis? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. À part l'hypothèse selon laquelle on est toutes vraiment enfoncées dans des relations parasociales avec des célébrités genre B-C-list, un peu, comment je dirais ça, des célébrités médiums, des célébrités, pas des grandes stars, mais comme des influenceurs ou des personnalités du web qui, justement, nous semblent tellement plus accessibles que ça entretient un faux sentiment de proximité avec ces personnes-là. On a l'impression, en fait, que ça pourrait être nos amis, l'extension de notre famille, des membres de notre famille élargie. Donc, on développe une espèce d'attachement face à ces personnes-là, mais qui est souvent
unidirectionnel, là. C'est-à-dire que eux, ils savent pas qu'on existe, là. Je veux dire, ils savent qu'ils ont des abonnés, mais ils nous connaissent pas individuellement comme nous, on a l'impression de les connaître, eux, individuellement, tu sais. Fait que c'est un peu bizarre, puis j'aurais pensé que depuis le temps, notre esprit critique se serait affiné par rapport à tout ça, et pourtant, je vois beaucoup de gens autour de moi que j'aime, que je respecte, tomber dans le piège, en fait, de croire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Alors que non, les gens se mettent en scène sur les réseaux sociaux et c'est pas parce que tu connais bien un couple à travers son contenu sur Internet que tu connais le couple pour de vrai, que tu connais sa réalité quotidienne. Fait que, tu sais, on peut juste comme tout prendre un petit pas de recul, toute la gang ensemble, tu sais, puis comme les laisser vivre leur deuil de relation, tu sais, puis c'est pas parce qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux qu'on doit s'investir autant puis que ça nous appartient. Puis je comprends que le réflexe est là. Tu sais, j'ai épluché là, des commentaires là, sur Reddit, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. C'était partout. C'est une conversation intergénérationnelle en plus sur plusieurs médias différents, réseaux sociaux différents. Tellement ça a mobilisé les gens, cette rupture-là, au point où je me dis, mon Dieu, je pense que si demain Véro et Louis se séparent, il n'y aura pas un engagement aussi fort que pour Claudie et Mathieu. J'ai jamais vu ça, pour vrai. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu une éclipse comme ça à la suite d'une séparation, c'était à la suite de la séparation de Marie-Mé puis de Fred Saint-Gelais, là. Tu sais, comme c'est vraiment particulier. Mais où c'est que je m'en allais avec ça? Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais dire, c'est ça, qu'il y avait tellement de gens investis. Puis les gens disaient, mon Dieu, mais ce couple-là me fait croire en l'amour. Oh mon Dieu, après eux, il reste plus rien. Ben voyons donc, je pensais que c'était pour la vie, je pensais que c'était vrai, eux autres, je pensais que c'était sincère. Tu sais, les gens, c'est ça, c'est super malsain. Tu sais, puis, attends. Ben, ils sont des personnages dans leur mot créatif. Ouais. On garde des couples à travers un lentille de cinéma. Oui, exact. C'est ça, tu sais, c'est du cinéma, this is cinéma, comme dirait Martin Scorsese. T'as vu le meme, hein, de Martin Scorsese qui est juste comme, this is cinéma. C'est un peu ça. C'est comme, j'aimerais ça. Je pense que j'appelle à la prudence, j'appelle à la vigilance. Je veux dire, on ne connaît rien de ces gens-là, puis de voir autant de personnes tenter des analyses un peu pour du cloud parfois, hein, il faut le dire aussi, parce que ce sont des créateurs de contenu qui alimentent d'autres créateurs de contenu qui se sentent obligés de commenter, d'analyser parce que ben il y a un engouement, puis je veux dire, je fais partie du problème, j'ai écrit sur cette séparation-là, mais il reste que, ultimement, je veux dire, je trouve que leur séparation rendue là, ça en dit plus sur nous que sur eux, vraiment, collectivement, tu sais. La télé-réalité, c'est vraiment comme le miroir de la société. Puis la façon que leur séparation s'est vécue, c'est comme si on n'en était jamais sorti, dans le fond. On est encore à OD en ce moment, puis c'est encore comme... Il y a encore du drama, il y a Lady Pagaille qui vient foutre la merde. Tu sais, on se permet d'analyser leur relation puis de la regarder à travers le prisme de la télé-réalité, alors que ça fait des années qu'ils sont de retour dans la vraie vie. Je veux dire, Occupation Double, Afrique du Sud, c'était genre avant la pandémie, là. Fait que faut décrocher, là. Faut vraiment... on peut pas, tu sais, mettre les gens comme ça sur un piédestal, puis après, comme... Se fâcher quand ils correspondent pas à nos attentes, puis exiger des réponses, exiger des comptes, exiger des mises à jour. Tu sais, honnêtement, là, ça me fait peur. Ça m'inquiète énormément quand on perd, justement, comme... la notion d'intimité, la notion, tu sais, de respect quand on... Ouais, en tout cas, bref. C'est ça. Ça, c'était ma mise en garde, c'était va-va. Tu sais, puis je dis ça, puis je comprends l'ironie, là. Je suis dans une émission qui s'appelle Bitchologie, où est-ce que je m'intéresse à la vie des célébrités. Mais, tu sais, j'essaie de le faire avec un regard critique sur la chose, tu sais, puis je pense qu'on a besoin de ce genre d'outils-là parce que le monde dans lequel on évolue est de plus en plus laid, et de plus en plus fake, de plus en plus construit, tu sais, pour alimenter, pour produire du contenu plutôt que pour vivre dans le réel. Fait que, guys, s'il vous plaît, allons tous toucher du gazon. Faites-moi plaisir, là. Vous avez vos écouteurs, vous écoutez Bitchologie là en ce moment, ou peut-être que vous êtes sur la télé. Après l'épisode, allez toucher du gazon. Si vous êtes avec vos écouteurs, allez prendre une marche pendant que vous écoutez Bitchologie. Ça va vous faire du bien de reconnecter avec le réel. OK? Moi, là, j'existe pas, là. Je suis de l'IA. I am cake. You'll never
every two-part series on TikTok about her breakups, though. Oui, c'est vrai, Jennifer Aniston, elle a fait ça. Non, mais non. Tu vas jamais voir. Tu vas jamais ça. Mais non, c'est ça, exact. She would not. She would not. She would never. Mais en même temps, Jennifer Aniston, elle parle pas beaucoup, là. Tu sais, je veux dire. Puis elle est... Tu vas jamais voir des A-list celebrities à Hollywood faire des 10-part series sur leur rupture sur TikTok. Non, ça arrivera. Mais moi, à un moment donné, j'avais entendu une citation de Catherine Deneuve, qui est comme une de mes citations préférées par rapport à la célébrité. Puis elle disait, une star, c'est quelqu'un qui se montre peu. Tu sais, une star, c'est quelqu'un qui se montre peu. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça... J'étais comme, oui, effectivement. C'est ça. C'est l'aura de mystère aussi. Tu sais, c'est correct comme d'en avoir un peu, mais d'en avoir trop, c'est là que... On appartient à un cirque, tu sais. Puis c'est comme... Ce qui est troublant, c'est que quand on ne respecte plus les limites de ces gens-là, semi-connus, c'est qu'on respecte de moins en moins les limites aussi entre nous. Tu sais, il y a de plus en plus de témoignages de gens qui sont harcelés sur les réseaux sociaux, tu sais, parce qu'il y a des gens qui traquent leurs faits et gestes, puis qui se permettent de faire des procès d'intention sur eux ou sur leur entourage basés sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux en oubliant que... Mais non, mais c'est pas réel, là. C'est ça, c'est cette espèce d'effet de proximité. Les vedettes sont tellement loin de nous, tu sais, que, comment dire, leur intimité est davantage préservée que la nôtre, en fait, tu sais. Puis moi, c'est drôle parce que ça me ramène à une conversation qu'il y avait sur un groupe Facebook là, de femmes noires montréalaises, là. Puis, tu sais, il y a une femme qui a demandé cette semaine, mais pourquoi vous commentez tout en anonyme? Même quand le sujet n'est pas explosif ou polarisant, tout le monde commente de manière anonyme. Et il y a des femmes qui ont expliqué que, ben, elles avaient été stalkées par des internautes, par des citoyens ordinaires, tu sais. Elles ont laissé un commentaire sous telle publication ou mis telle vidéo sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a des gens qui commencent à fouiller dans leur vie privée, tu sais, puis qui, comme, écrivent à leurs proches, écrivent à leur employeur, tu sais, prennent des captures d'écran. Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est que là, tout le monde est dans une télé-réalité en ce moment-là. Sinon, une autre rupture qui nous a beaucoup tenus en haleine au cours des derniers jours, celle de Jack Antonoff et de Margaret Qualley. Jack Antonoff, on le connaît, c'est un musicien, producteur américain, membre du groupe The Bleachers, que j'ai jamais écouté de ma vie. Il était au MTLUS il y a quelques semaines, puis j'ai comme eu le faux mot alors que j'ai jamais écouté une seule de leurs chansons. Mais ceux qui ont été voir le spectacle et qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux ont eu l'air d'avoir trippé, right? Fait que là, j'étais comme, mais je devrais quand même peut-être aller le voir parce que c'est tellement un producteur important, tu sais, qui travaille avec Sabrina Carpenter, Taylor Swift, évidemment, Lana Del Rey, Lorde. Toutes des femmes que j'aime, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle. Yes, c'était le cue pour du Taylor Swift Slander! Bing, 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 bing! Je dédie ce segment à Francis, le gars des finances chez Urbania, qui n'en peut plus du Taylor Swift Slander à Bitchologie, mais c'est comme ça. C'est pas de ma faute. Elle a juste à pas être qui elle est. C'est tellement gratuit, voyons! Non. Un jour, je ferai un épisode où je listerai toutes les qualités que j'attribue à Taylor Swift. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Alors, on poursuit avec Jack Antonoff, donc, qui est un producteur full respecté quand même, là, qui a produit des bangers. Là. Fait que là, j'étais comme, peut-être que pour ma culture générale, il faudrait quand même que j'aille voir un peu de quoi il est fait, ce gars-là. En tout cas, bref, j'ai skippé. C'est pas grave, parce que au-delà de son génie musical, entre guillemets, là, donc, encore une fois, c'est un artiste très respecté, le reste de sa personne m'intéresse peu. Je trouve que c'est un vieux pet. Et quand j'ai su que Margaret Qualley et lui, c'était terminé, donc ils sont divorcés parce qu'ils étaient mariés tous les deux, j'ai fait « good for her ». Enfin! Je pense que la différence d'âge entre les deux m'a toujours comme... Ça m'a toujours donné le hic. Parce que Margaret Qualley, elle a quel âge? C'est une actrice, c'est la fille de Andy McDowell, là, la fille de 4 mariages et un enterrement, là. Je pense que oui, c'est cette actrice-là. Là. En tout cas, si c'est pas ça, ben, vous m'écrivez. Si c'est pas ça, portez plainte à Urbania. Urbania. C'est quoi? C'est une Nepo Baby territory. Oui, exactement. C'est une Nepo Baby, OK? Margaret Qualley. Mais c'est une Nepo Baby qui a du talent,
quand même, et qui a pris du galon au cours des dernières années. Je vous dirais que la première fois que je l'ai vu dans un film, je me rappelle pas c'était quoi, si c'était dans sa série sur Netflix, là, de Housemaid, quelque chose comme ça, là, je sais pas trop. Mais je pensais pas qu'elle deviendrait la star qu'elle est aujourd'hui. Fait que good for her, elle a pris de l'expérience, elle a des rôles super intéressants, comme beaucoup de vedettes très hautes en ce moment. Elle a joué dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui a comme servi de tremplin pour plein de personnes, tu sais, notamment la fille de Anora, là, celle qui a gagné l'Oscar, qui aurait dû aller à Demi Moore, qui est justement la partenaire de jeu de Margaret Qualley dans The Substance, right? OK, tout ça. Donc, tout est dans tout. Et donc, Margaret, belle fille, talentueuse, se ramasse à 31 ans à marier Jack Antonoff, qui lui a... Attendez, parce que je suis en train de googler pendant que je vous parle. Là. C'est comme ça, c'est interactif, là, ce show-là. Là. C'est très statique en ce moment. Attendez, 42 ans, vieux pète, va-t'en! Non! C'est pas, il est pas, tu sais, c'est pas une grosse différence d'âge, là. 31-42, c'est genre, ça va. Mais c'est juste que, il est là depuis plus longtemps qu'elle. Tu sais, j'en dirais qu'il est plus vieux. Lui, il fait plus vieux que son âge réel. Puis elle, c'est comme genre juste comme, tu sais, Do Baby, genre petit Bambi qui arrive, qui commence dans le cinéma, puis là, tout le monde la remarque, puis là, elle devient hot, puis elle devient plus hot que lui, en fait. C'est ça aussi l'affaire avec Margaret Qualley puis Jack Antonoff, c'est qu'ils sont au cœur d'un concept incontournable de la culture web, incontournable depuis 1 mois, soit le swag gap. OK? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de... Non? Tu sais pas c'est quoi? OK. Mais en même temps, tu sais pas c'est quoi, mais en même temps, oui, tu sais. Instinctivement, si je te dis swag gap, Rafi, tu penses que c'est quoi? Ah, c'est quand le gars est plus laid que la fille. C'est-à-dire tous les couples hétérosexuels. Yo, mais c'est vrai. Non, mais oui, mais c'est un peu ça. Mais non, mais ça arrive quand même que le gars est plus nice que la fille, mais comme... Vite comme ça, un exemple où le gars est plus cool que la fille, je sais pas. I don't know. C'est tout le temps une illusion, de toute façon, là. T'sais, comme, mettons, je pense, je sais pas, Johnny Depp, Amber Heard, OK? Johnny Depp, il était cool, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est un monstre. C'est un exemple fucking random, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Okay? Non, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple réel. Attends. En tout cas, criquet, hein? Si jamais vous avez des suggestions de couples hétérosexuels où le gars est actually plus cool que la fille, on est preneuse. Parce qu'à date, là... Bref, Jack Antonoff, un des hommes les plus souvent cités dans les discussions sur le swag gap. Pourquoi? Parce que, oui, une carrière immense, je le disais, producteur de Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter. Il y a plusieurs Grammy derrière la cravate. Une très belle carrière, très, très envieuse, encore une fois. Mais son principal accomplissement dans la vie pour l'Internet, c'est d'être le gars qui a réussi à bag Scarlett Johansson, genre. Comme, est-ce que tu savais qu'il était déjà sorti avec Scarlett Johansson? En même temps, tout le monde est déjà sorti avec Scarlett Johansson, là. Non, mais pas dans ce sens-là. Non, Rafi, franchement, pas dans ce sens-là. Je suis pas en train... Non, c'est pas ici. J'ai pas dit que Scarlett Johansson était une charrue. Ishido? Je sais pas. Je veux juste rappeler qu'elle a été mariée à Ryan Reynolds avant qu'il soit en couple avec Blake Lively et après qu'il ait été en couple avec Alanis Morissette. Which is tellement bizarre comme séquence de dating quand tu y penses. Mais en même temps, tout ça marche dans le grand... In the grand schemes of things. Je devrais... Pourquoi j'essaie de parler en anglais? Pourquoi je fais ça? Hein? Pourquoi parce que l'Internet est anglophone. C'est ça, je pense... Oui, OK, d'accord. C'est pas parce que j'essaie de me donner un genre. Non, hein? Non, c'est pas de ma faute. Je suis une victime. D'accord, merci. J'avais juste besoin de cette confirmation pour continuer à être toxique! Bref, alors oui, je disais donc que ScarJo est une charrue. Non, c'est pas ça que je disais. On dit pas ça, bitchologie, jamais. Non. Je disais que oui, Jack Antonoff, il arrête pas de sortir avec des baddies. Comment ça? Comment ça? Parce que là, il est sorti avec Margaret Qualley aussi. Il est marié avec, right? Et il y a des grosses rumeurs aussi qu'il aurait fréquenté Lord durant la période où il était en couple avec Lena Dunham. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Oh, yeah. Ouais, je trouve que les deux ensemble, Lena Dunham et Jack Antonoff, avaient l'air d'un parfait match. Pour moi, ça, c'était comme du swag égal. Dans le sens... Non, attends. Non, elle avait plus de swag que lui à l'époque parce que sa carrière était vraiment hot à cause de la série Girls, right? Mais il y avait quelque chose dans l'énergie un peu cringe qui fitait, je trouvais.
C'est le indie core des années 2010. Exactement. Les deux ont l'air insupportables. Oh my God. Insane. Comme c'est sûr qu'eux, ils buvaient du matcha, mais comme en 2011, là. Mais comme du matcha sans sucre, right? Quand c'était vraiment comme juste du vrai matcha, which is disgusting. Fait que, ouais, non, tu sais, le couple de Williamsburg aux États-Unis, à New York, right, qui sont, ah, qui vont au MoMA beaucoup trop souvent par mois, tu sais, comme, alors que, non, non. Une fois que t'as passé la boutique avec les tote bags, qu'est-ce qu'il reste à voir au MoMA? Rien. There's nothing there. Jamais, en tout cas, bref. Who cares? L'art contemporain, really? No one cares. Anyway, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Oui, que Lena Dunham est insupportable et Jack Antonoff l'est tout autant. C'était l'énergie un peu qui dégageait tous les deux. Fait que je trouvais que c'était vraiment un match made in heaven. Puis les deux pouvaient vous faire des jokes de juifs aussi ensemble sans que ça soit antisémite. Puis ça, ouais. Non, mais comme, ouais. Mais c'était des bonnes jokes de juifs, mais comme moi, je pourrais jamais les faire, mais eux, ils pouvaient, puis c'était nice le temps que ça a duré. D'accord. Je vais pas continuer là-dessus. Je sais pas. Fait que là, on se replace dans le contexte, OK? Mélodrama, c'est un album qui a vu le jour en 2017, right? OK? C'était la belle époque. Et là, 1 an plus tard, il y a une internaute, OK? Une utilisatrice sur Twitter qui a un pseudonyme, hashtag @BuzzKillery, elle a publié un PowerPoint, OK, de 30 diapositives intitulé Lord and Jack Antonoff, An Emotionally Broken Journey. OK? Donc, tu peux me le traduire on the spot. An emotional broken journey? Non, c'est correct, on n'a pas besoin de le traduire, ouais. Son hypothèse à cet internaute-là, vraiment random, c'était que Lord et Jack Antonoff avaient entretenu une relation amoureuse pendant qu'ils travaillaient sur l'album de Lord, Mélodrama, alors qu'il était encore en couple avec Lena Dunham. Et c'est quelque chose que Lena Dunham elle-même semble avoir confirmé dans sa récente biographie. Je dis récente parce que à son âge, elle en a déjà 2. Genre, Lena Dunham, elle a écrit Fame Sick là, il y a quelques mois de ça. Donc, une biographie dans laquelle elle donne des détails vraiment... Mais tu sais, elle a pas de filtre, Lena Dunham. Là. C'est un peu comme moi, mais meilleure, genre. Elle est meilleure que moi, ouais. C'est dur. Mais respect, j'ai beaucoup d'admiration pour Lena Dunham. Genre, c'est l'énergie du chaos, mais comme bien canalisée, alors que moi, ça l'est pas encore. Mais working on that. OK, avec ma thérapeute. Mais oui, donc Lena Dunham, donc, elle a écrit Fame Sick, dans lequel elle donne des détails vraiment croustillants sur toute la période de Girls, notamment. Elle parle de sa relation avec Adam Driver, qui jouait son chum dans la série, puis comment il était vraiment un bully dans la vie, puis tout ça. Et elle revient sur sa relation avec Jack Antonoff en disant qu'elle a eu l'impression, effectivement, qu'elle se faisait tromper à tour de bras. Qui m'appelle? Est-ce Lena Dunham qui veut donner son grain de sel? Oui, allô, Lena? Non, c'est pas vrai. C'est une joke. Haha. This is cinema. Bref, oui. Donc, Lena Dunham qui dit ça dans Fame Sick, a dit qu'à un moment donné, elle a appelé genre Jack Antonoff, puis là, genre, comme il était en train de travailler avec Lord, puis là, il y avait l'air, les deux, quasiment les bras dessus, bras dessous. C'est comme si leurs deux corps étaient enlacés, puis elle était comme, ouh, je pense que je vous dérange. Puis c'est drôle parce que, parce que dans Girls, tu sais, à la fin, son amie Jessa, qui est jouée par Jemima Kirk, elle sort avec le personnage. Elle finit par tomber amoureux du chum de Lena Dunham, tu sais, puis c'est comme... Puis à un moment donné, c'est ça, elle arrive, puis Lena Dunham comprend que, comme, sa meilleure amie puis son chum couchent ensemble, tu sais, puis là, elle est comme... Mais en même temps, elle est comme, ben, tu sais quoi, fuck y'all, puis elle s'en va. Puis c'est là qu'on comprend qu'elle a mûri. Okay, en tout cas, bref. C'est très bon, Girls. Très, très bonne série. Quelle période faste, hein? Pour les femmes, c'est comme une grosse run, là, de 2006 à 2018, là. Est-ce que c'était hot être une femme? Genre, pour vrai, là, wow! C'était avant le ressac qu'on connaît, mais genre, je pouvais pas rêver d'une meilleure adolescence puis d'un meilleur début vingtaine. Il y avait tellement d'affaires pour nous, genre, qui ont émergé. En tout cas, parenthèse pour tout ça, on parlait du swag gap, hein, c'est ça. Donc, on disait que Jack Antonoff, il est laid, dans le fond. Alors, voilà, c'est ce qui conclut le segment sur le swag gap. Ouais, maintenant, vous le savez. Maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Non, mais plus sérieusement, c'est que Margaret Qualley, on s'est rendu compte que, Jack Antonoff, il est allé au mariage de Taylor Swift sans sa femme,
Margaret. Puis là, l'Internet a commencé à spéculer. Et c'est là que je peux dire que les relations parasociales sont intéressantes. Quand on commence à faire du travail d'enquête de cette façon-là, c'est quand même pas pire. Parce que là, il y a vraiment un vrai élément. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, le mariage de Taylor Swift, c'est un événement là, comme majeur. Jack Antonoff, collaborateur depuis plusieurs années, encore une fois, puis arrive au mariage sans sa femme. Oh my God! C'était sûr là, ça annonçait le divorce, là. Fait que l'Internet a vu juste. Ça a été rapidement confirmé par les deux artistes. Donc, leur agent a sorti des communiqués pour dire... Au début, c'était comme, non, Margaret est malade. Non, elle est en vacances. Non, elle est en train de tourner. Puis là, tout le monde était comme, non. L'Internet a réussi à tout démonter. A prouvé que Margaret était bien à New York ce week-end-là, donc elle aurait pu aller au mariage si elle avait voulu. Or, clairement, elle ne voulait pas. Margaret ne suit pas Taylor Swift sur les réseaux sociaux, non plus sur Instagram notamment. Fait que, tu sais, les gens étaient comme 1 + 1 = 3. Et bref, ça s'est soldé donc avec l'officialisation de leur divorce annoncé par leurs représentants. Donc, c'est triste parce qu'encore une fois, c'est un couple qui se sépare, mais j'avais vraiment l'impression que la lumière de Margaret Qualley est en train de s'éteindre au contact de Jack Antonoff, qui me donne vraiment l'énergie d'un dude qui va être un vieux creep quand il va être vieux. Comme ces blondes vont toujours avoir l'âge de Margaret Qualley. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui dégage. Et je dis que la lumière de Margaret avait l'air de se ternir. Pourquoi? Parce que durant toute leur relation, elle portait pas de talons. On a commencé à la voir récemment mettre des talons hauts sur des tapis rouges dans des événements. Ça, c'est généralement un signe que ton chum t'étouffe. Dans le fond, Jack Antonoff, il est un petit peu plus petit que Margaret Qualley. Fait que durant tout le long de leur relation, là, quand il faisait des apparitions publiques, elle s'arrangeait toujours pour mettre des ballerines ou, tu sais, comme des petits talons, des kitten heels. Et là, la minute où... je pense qu'on peut déterminer à quel moment elle a décidé qu'elle l'aimait plus parce qu'on a commencé à la voir avec des talons hauts sans lui. Fait que voilà. Alors, vous savez tout maintenant au sujet du swag gap. Toi, Rafi, t'es en couple? Oui. Dirais-tu qu'il y a un swag gap dans ton couple? Oh mon Dieu! Qui est plus... Mais c'est toi qui es plus cool, c'est sûr. Ben oui, you look hot. You look amazing. Oh, ouais. Moi, c'est lui qui a bagué à Baddie. Puis... Self-proclaimed baddie Rafi, OK? À la fois Nona et Baddie. Mais en fait, toutes les Nonas sont des baddies, c'est ça, fondamentalement. Italienne, tu pars avec une longueur d'avance sur nous toutes. Ouais, absolument. Laisse-en pour les autres. Son vieux rire! J'adore. OK, sinon, quel autre sujet? Ben, ça, je pense que l'émission d'aujourd'hui était sur le thème de la rupture, puis j'avais le goût de parler de d'autres types de ruptures, la rupture intrafamiliale aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup là, en ce moment dans l'actualité... avec Brad Pitt, puis là, le parallèle est bon avec Margaret Qualley puis Brad Pitt parce qu'ils ont tous les deux joué dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Donc, ils se donnaient la réplique dans ce film-là. Et justement, ça va pas bien non plus pour Brad Pitt, là. Je veux dire, ces enfants, là, ils sont en train d'essayer de quiet cancel Brad Pitt. Là. La question qu'il faudrait se poser, c'est comment ça se fait? Comment se fait-il que Brad Pitt n'a pas encore été cancellé à la lumière des allégations extrêmement graves qui pèsent sur lui? Je veux dire, c'est un batteur de femmes. C'est pas des... Tu sais, je dis allégations alors qu'il y a un rapport du FBI, il y a un rapport de police qui fait état d'un événement en particulier où il a terrorisé femmes et enfants. Par femme, j'entends Angelina Jolie et leurs 18 enfants. 18, là, je me rappelle plus du nombre exact. Pendant un épisode extrêmement violent, il les a quasiment gardés en otage dans un avion, là. Il les a empêchés de sortir alors que Angelina plaidait avec lui pour qu'elle puisse passer la nuit à l'hôtel avec ses enfants parce qu'il leur faisait peur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs comme quoi Brad Pitt a des problèmes d'alcool. C'est quelque chose qui circule depuis de nombreuses années. Évidemment, ses blondes précédentes n'ont jamais rien dit. Gwyneth Paltrow s'est jamais prononcée là-dessus. Jennifer Aniston non plus. Et toutes les femmes noires qu'il a datées avant d'être connues non plus. Mais c'est ça, c'est quand même une rumeur là, qu'il y a autour de Brad Pitt depuis des années, là, qu'il y a vraiment comme des problèmes de consommation. Et justement, dans un épisode fatidique, là, il est en déplacement, donc avec toute la famille. Puis, attends, je vais me replacer dans les dates, j'ai téléchargé les informations sur mon téléphone parce que je voulais être le plus rigoureuse possible. Parce que là, pour canceller Brad Pitt, là, ça a l'air que le 14 septembre 2016, OK. Angelina Jolie, Brad Pitt et leurs 18 enfants est en France
prennent un vol de nuit pour se rendre à Los Angeles à bord d'un jet privé. Et durant tout le vol de nuit, c'est l'enfer. Brad Pitt vire sur le top et commence à brasser Angelina Jolie devant les enfants qui sont traumatisés et qui le supplient d'arrêter tout le long du vol et qui même, jusqu'à un certain moment, vont faire semblant de dormir pendant que Angelina essaie de s'enfermer dans la salle de bain pour éviter d'avoir un eye contact avec un Brad Pitt complètement défoncé qui leur fait des menaces de mort, genre. C'est insane, là, comme... Je vous parle de ça, puis je suis convaincue que la majorité des gens qui écoutent Bitchologie, puis je sais que vous êtes des fans de pop culture, mais je suis convaincue que la majorité d'entre vous n'ont pas entendu parler de cette histoire dans le détail. T'sais, on sait que ça a brassé entre Angelina Jolie et Brad Pitt, mais comme, est-ce que vous êtes conscient que Brad Pitt a juste terrorisé sa famille pendant une nuit entière? Genre, une nuit en enfer, là. C'est vraiment intense. Toi, Rafi, tu le savais-tu? Non. OK. Là, on continue avec les faits. Là, je suis en train de regarder un extrait d'un rapport là, qui circule. Déjà, à l'aéroport, Brad Pitt était agressif. Là, il était déjà bête. Là. Puis ça s'est aggravé. Donc, ça a escaladé. Une fois rendu dans l'avion, Angelina Jolie lui a dit... Tu peux-tu te calmer un peu? Là? Comme on veut juste passer au travers du vol, puis on verra à notre retour. Là, on va se gérer autrement, mais là, on est dans un avion. Là, comme fais attention. Et Brad Pitt, évidemment, a pété une coche. Donc, il était déjà agressif. Fait que quand tu dis à quelqu'un d'agressif de se calmer, c'est comme c'est jamais, malheureusement, tu sais. Et là, il a commencé à lui crier dessus, à la pousser, à la brusquer. Angelina, elle a essayé comme de lui parler. Ils sont allés s'enfermer dans la toilette. Il a commencé à lui gueuler dessus. Les enfants criaient. À un moment donné, genre, les enfants étaient comme « Are you okay? » Puis là, lui était comme « No, she's not okay. » Puis là, il a voulu la pousser. Puis là, les enfants étaient comme « Non, non! » Puis là, ils se sont interposés. Donc, les enfants de Brad Pitt et d'Angelina se sont interposés entre leurs parents pour empêcher Brad Pitt de frapper leur mère. Puis comme Brad Pitt, apparemment, il a frappé certains des enfants. Il a poussé Angelina. Elle s'est blessée au dos. Elle s'est blessée au cou. Les enfants pleuraient, terrorisés, se cachaient sous des couvertures. Puis ça a vraiment été un vol infernal. Et une fois arrivés à Los Angeles sur le tarmac, Angelina Jolie, elle a dit, là, les enfants, on prend nos affaires, nous autres, on s'en va à l'hôtel, tu nous accompagnes pas. Et là, Brad Pitt, il est devenu, là, c'est vraiment une scène de violence, là, tu sais. En fait, pourquoi est-ce qu'on sait toute cette information-là? C'est parce que l'équipage a parlé. L'équipage a dénoncé Brad Pitt. L'équipage aussi était terrorisé par cet homme en crise qui ne laissait personne sortir de l'avion. Je veux dire, la scène que je décris, ces gens ont été séquestrés. Brad Pitt a séquestré sa famille. Brad Pitt a séquestré Angelina Jolie, leurs enfants, un équipage d'avion. Puis personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a pas de conséquences sociales à cette nuit-là de terreur qu'il a fait vivre à sa famille, qui normalement, dans toute autre circonstance, aurait été suffisant pour cancel quelqu'un, là. Puis c'est comme si, je pense, tu sais, on est en 2016 pourtant, je comprends pas. C'est avant la pandémie, là, on peut pas blâmer la pandémie. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore cancellé Brad Pitt? Pourquoi il est encore là? Est-ce que c'est le pretty privilege? Est-ce que c'est parce qu'on a grandi avec Brad Pitt, parce qu'il est une figure sympathique, parce qu'il joue toujours le bon gars dans les films? On a l'impression qu'on le connaît, que c'est un bel humain, puis que c'est sûrement Angelina Jolie qui, elle, a toujours été la bad girl, qui exagère. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les enfants de Brad Pitt et Angelina, je rappelle qu'ils ont des enfants biologiques, des jumeaux, un enfant plus âgé, les enfants adoptés d'Angelina que Brad Pitt a lui-même adoptés, à son tour. Au moment où on se parle, il y a environ 4-5 des enfants du couple Jolie-Pitt qui ont enlevé le nom de famille Pitt de leur nom complet. Genre, les enfants là, du clan Jolie-Pitt ont entrepris des démarches légales pour effacer toute trace de Brad Pitt de leur existence. Ça inclut les enfants biologiques du couple. Les 3 enfants biologiques du couple. Qu'est-ce que ça dit sur Brad Pitt?
Et qu'est-ce que ça dit sur le silence médiatique qui entoure toute cette affaire? Je pose la question. Je la lance dans l'univers. Rafi, on a-tu une corbeille? Parce que c'est l'heure de jeter les poubelles. Je ris, mais je ris pas. C'est très troublant. C'est très, 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 très troublant. Ben, on passe à un couple... on passe au début du balado avec un couple hyper ouvert qu'on fait tout. Ouais. À quelque chose qu'on oublie. À quelque chose qu'on oublie. Parce que c'est les fameuses vedettes hollywoodiennes qui sont ultra protégées, tu sais, autour duquel il y a comme tout... Il y a des équipes, tu sais. Brad Pitt, c'est ça. C'est une équipe féroce de relations publiques qui gère son image. Si demain, là... en fait, je pense que la seule affaire qui permettrait à Angelina Jolie de canceller Brad Pitt pour de bon, tout comme ses enfants. Angelina Jolie, qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma au cours des dernières années, là. Pendant que Brad Pitt, il fait des films là, sur la Formule 1, puis il va sur des tapis rouges avec sa petite blonde de 32 ans, elles ont toujours le même âge. Elles ont tout le temps le même âge. Elles sont tout le temps dans le début trentaine. D'habitude, début vingtaine, mais quand tu veux être juste un petit peu plus respectable, tu l'apprends à la fin vingtaine, comme ça, tu l'as comme dans les années, là, où est-ce que t'es encore fraîche? mais où est-ce que tu vas pas avoir l'air d'un creep, là, tu sais, right? Fait que, il sort avec sa petite blonde, là, sur les tapis rouges, puis Angelina Jolie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève les enfants. Qu'est-ce que ça dit sur eux? Qu'est-ce que ça dit sur cet homme-là? Puis comment ça se fait qu'on l'a pas encore capté, qu'on l'a pas encore assimilé, puis qu'on lui donne encore des chances? I don't get it. Tu sais? C'est parce qu'il est tellement puissant à Hollywood. Comment tu cancelles une figure comme Brad Pitt, qui a l'air raide comme la justice? T'sais, c'est plus facile de canceller Leonardo DiCaprio à côté qui sort juste avec des filles de 25 ans que genre un fucking batteur de femmes. Are you kidding me? Les deux sont whack, mais comme, tu sais, niveau hiérarchie, genre comme Brad Pitt, ça presse, là. Fallait le canceller hier. En tout cas, je pense que la seule affaire qui permettrait à Angelina Jolie de revivre, de renaître de ses cendres, ça serait de le dénoncer en bonne et due forme. T'sais, elle l'a fait. Elle a accordé quelques entrevues. Où est-ce qu'elle elle a dit, les événements, les dernières années n'ont pas été faciles. Des trucs comme ça, mais jamais. Faudrait, en fait, que Angelina Jolie fasse ce que Claudie Mercier a fait. Moi, je veux voir Angelina Jolie, genre, ouvrir sa webcam, puis comme, nous dire, gang, ça va pas du tout, je suis complètement dévastée, J'ai l'impression que c'est la seule affaire qui marcherait rendue là. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Je reviens tout le temps à ça. Je reviens tout le temps à ça parce que c'est fucked up. C'est fucked up. C'est là que tu vois à quel point notre rapport à la célébrité est vraiment comme à géométrie variable. Hein. Il y a des gens qu'on aime inconditionnellement, puis il y a des gens qu'on va être très rapide, genre, à dénoncer, canceller, là, parce que, pour vrai, là. Puis je dis pas que je suis meilleure que vous, là. Pas du tout, là. Mais Colin, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Anyway, bon, assez parlé de Brad Pitt. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je veux pas m'éterniser sur son vieux cul. Et disons que j'ai le goût de croire en l'amour. Parce que, tu sais, des fois, dans les familles, il y a des ruptures familiales. C'est vraiment des événements très, très dramatiques. Mais des fois aussi, il y a ce qu'on pourrait qualifier de cassure. Parce qu'on choisit pas toujours les membres de notre famille, n'est-ce pas? Et des fois, ça donne des drôles de mélanges. Au sein d'une même fratrie, des fois, tu peux avoir des personnes qui sont étonnamment différentes. Au point où tu te demandes, mais comment est-ce que ces deux parents ont pu mettre au monde ces deux personnes-là? Ça se peut pas. On écoute un peu de musique, Rafi. Le ciel bleu, sur nos cœurs s'effondrer, et la terre revient s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du Monde entier. tant que l'amour inondera mes mains. As-tu reconnu la voix? OK, je vais te dire, c'est qui chante ça. Oh my God! Parce que je sais même pas encore quoi faire de cette information-là. On vient d'entendre Beata Thunberg, la sœur de Greta Thunberg.
genre, chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Beata Thunberg, qui est une artiste qui essaie de percer en ce moment comme chanteuse et qui fait notamment des covers qui sont très, très, très particuliers. Et là, message à Steven. Steven, il faut que tu me mettes ça au montage parce que faut comprendre de quoi qu'elle a l'air. Beata Thunberg, le contraste entre elle et Greta. C'est insane. I'm gagged. Beata, c'est une diva. Beata a l'air de jouer dans Drag Race. Beata pourrait être juge aux côtés de RuPaul. Avez-vous vu l'esthétique de cette fille? Blonde, pulpeuse, à moitié habillée, à moitié tout nue, comme on dirait en créole. Oh my God, c'est incroyable. Ça me fait tellement rire. On dirait que ça se peut pas. Ça se peut pas. Beata Thunberg, qui est comme une personnalité... En fait, c'est comme sa sœur. Je disais qu'elles sont différentes, les deux, qu'il y a une cassure au sein de ce clan-là, du clan Thunberg, mais en fait, c'est deux personnages plus grands que nature, tu sais, parce que le personnage de Beata, wow! Honnêtement, tu mettrais ça dans une série, puis les gens, ils diraient que ça se peut pas, que c'est trop exagéré. C'est littéralement les two bro girls. Mais non, il y a quelque chose, là... C'est une cantatrice. Elle a un style musical, dans le fond, où elle chante. Là, on a entendu un extrait là, qui est très bon, là, qui est beau, qui est mélodieux. Elle a une belle voix, right? Elle sait chanter, visiblement. Mais elle a d'autres performances où, disons que son interprétation est beaucoup plus théâtrale. Et pas théâtrale dans le sens de l'opéra, mais plus comme... théâtrale dans le sens de accident de char au ralenti. Théâtrale dans le sens que someone actually broke his leg. Elle crie, genre, elle s'épanche. Là, on peut écouter un extrait. Oh là là. Voilà, donc Delphine qui reçoit, dont une des amies reçoit des SMS, n'oublie pas de voter l'enfant du 27. Il faut quand même admirer les pressings psychologiques des jeunes enfants suivis. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme, c'est insane. OK, Beata Thunberg, ça me fait rire parce que quand tu vas sur son compte Instagram, allez la suivre d'abord, first things first. C'est un régal pour les yeux. C'est tous les sens. Tous les sens sont stimulés quand on va sur le compte Instagram de la sœur de Greta Thunberg. Et moi, ce que je trouve vraiment troublant, tu sais, je trouve ça insane de vivre dans une réalité où... pendant que Greta Thunberg est en train de croupir dans une prison israélienne, t'as sa sœur en train de faire la split en léotard de dentelle. C'est insane. C'est comme... C'est deux archétypes, mais ça se peut juste dans... Moi, j'ai pas de sœur. Moi, c'est comme un des grands drames de ma vie. J'ai deux demi-frères que j'adore, les Destines, que j'aime beaucoup, 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 mais j'aurais aimé ça avoir une sœur. T'en as-tu une, toi, Rafi? Oh! C'est quoi la dynamique? Moi, je suis artistique, puis ma soeur, aucun. Ah, pas du tout? Genre ingénieur, elle fait un métier comme plate, mais... Of course! Elle fait full de cash, chante, mais comme... Elle a le métier le plus plate au monde, mais comme elle est riche, personne ne dit rien. Oh my God, OK, of course. Wow. Ah ouais, hein? Oh my God, OK. C'est toujours un peu ça, la dynamique entre sœurs, là, comme... On s'aime, mais comme on est vraiment, vraiment, vraiment différentes. Comme on peut être super fusionnelle, mais être vraiment, vraiment, vraiment différente. Puis, je sais pas, tu sais, je regarde ça aller, genre, le duo Beata-Greta Thunberg. D'abord, je pense qu'on est choyés par la vie. Merci. Merci au Dieu d'avoir mis ces deux femmes sur la terre. Nous sommes comblés. Mais aussi, tu sais, ça me fait penser justement à toutes ces espèces de rivalités entre sœurs, tu sais, parce que c'est beaucoup dans la culture populaire aussi, là, parce que, bon, Beata Thunberg, dans le fond, j'ai découvert son existence parce qu'elle avait été interviewée par un média là, américain il y a quelques jours de ça, puis là, tout le monde était comme, ben voyons donc que Greta Thunberg, elle a une sœur, puis voyons donc que sa sœur, elle a l'air de ça, puis qu'elle fait ça. Puis, à un moment donné, le journaliste, dans l'entrevue, il est comme, mais est-ce que je peux te poser une question sur ta sœur? Qu'est-ce que tu penses du travail de ta sœur? Puis elle est comme... je suis pas responsable de la vie des autres. Puis ça m'a fait rire, parce que ça tu sais, si tu le lis comme ça a l'air un peu sec, puis ça a l'air un peu frais, puis tu pourrais te dire, oh mon Dieu, est-ce que tout ça veut dire qu'elle s'entend pas bien avec sa sœur? Tu sais, mais moi, je pense que c'est surtout qu'elle veut pas être dans l'ombre de sa sœur. Elle veut juste avoir sa propre vie, puis
c'est trop facile d'attendre que Greta Thunberg soit à l'étranger pour inviter sa sœur tout le temps à venir donner son opinion puis à commenter ce que Greta est en train de faire. Là. On n'a pas besoin d'une deuxième Claudette Dion en ce bas monde. Là. C'est correct. Là, on a donné. Là. Fait que, mais ça me fait rire parce que cette rivalité-là entre sœurs tellement différentes, ça me fait penser à Britney Spears, Jamie Lynn, sa sœur, Jessica et Ashley Simpson, Hillary, Hailey... Duff également, Beyoncé, Solange. Tu sais, c'est vraiment un thing. Comme le evil twin, un peu. Comme la sœur qui essaie de sortir de l'ombre de l'autre, puis nanana. Tu sais, c'est comme des archétypes des années 90. Puis je regarde ça aller, puis je suis comme, oh my God, we're so back. We're so back. En espérant que Beata, elle ait une carrière à la hauteur de ses ambitions. En tout cas, moi, je sais que c'est un personnage que je vais continuer de suivre because she's the gift that keeps on giving. Ne boudez pas votre plaisir. Allez suivre cette femme. C'est l'énergie du chaos, puis on a besoin de ça par les temps qui courent. Pendant que certaines personnes vivent des ruptures, d'autres s'unissent, hein? D'autres se marient. Ça, c'était ma transition pour parler de Gabriette et de Matty Healy, qui se sont mariés. Gabriette, qui est une mannequin, qui a des sourcils très minces, qui a les joues creuses un peu, puis elle a l'air comme un peu gothique, mais elle est comme latina, fait qu'elle est comme cool en plus. Ça donne un edge supplémentaire. Puis elle sort avec Matty Healy, le gars qui a l'air d'un rat, qui a l'air de Maître Splinter dans Teenage Mutant Ninja Turtle, les Tortues Ninja. Matty Healy, qui est surtout connu pour... Ben, il y a un groupe de musique, là, mais on s'en calisse, là, c'est pas ça. Oui, il est connu pour ça, mais il est surtout connu pour avoir brisé le cœur de Taylor Swift, parce qu'on sait qu'une partie de son album de Taylor's Poet, non, The Torture's Poet Department, c'est en partie sur Matty Healy. Les deux se sont mariés. Et pourquoi je parle de ça? Pas parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment, là, ni l'un ni l'autre, même si Gabriette a fait des excellentes vidéos de bouffe sur TikTok. Allez voir ça. Elle fait des bonnes recettes. Ça a l'air tellement appétissant, genre. Comme, c'est fresh. J'aime ça. Il y a toujours des abricots puis des figues. T'sais, moi je fais confiance à quelqu'un qui top n'importe quoi avec des abricots puis des figues. Genre, je suis comme, je suis comme, tu respires la santé. J'aime ça. Merci, bravo. Puis ça, on dirait que ça m'élève, moi aussi. Juste parce que je le consomme sur mon téléphone. Je suis comme, oui, moi aussi, je fais partie, genre, de ton health cult. OK. En tout cas, bref. Je trouve que comme, c'est une bonne almond mom, Gabriette. C'est-à-dire que c'est santé sans être comme crazy. Puis c'est le fun c'est une fun de voir une mannequin manger, OK? Puis de faire de la bonne bouffe. Fait que ça, c'est cool. Mais pourquoi je parle d'eux? C'est parce que ils se sont mariés et la robe de Gabrielle, c'est une robe de matière fécale. Puis je voulais juste faire comme un petit shout-out à Matière Fécale, qui est comme 2 designers québécois. Donc, Anna et... wow, évidemment, j'ai un blanc. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai mon laptop. Anna Dalton, bien sûr, et Stephen Raj Bashkaran, qui sont 2 designers québécois qui habitaient genre dans la tour des Canadiens. On les voyait comme tout le temps un peu... Ils ont l'air de 2 freaks. Ces 2-là, mais tu sais, 2 freaks qui ont jamais de sexe. C'est les pires, c'est les plus dangereux. C'est les plus dangereux. Parce que les pulsions sortent pas. Ça sort pas, ça sort jamais. Puis finalement, c'est pour ça qu'ils font le linge qu'ils font, je pense. Toute leur énergie créative. Une chance qu'ils fourrent pas. T'imagines, s'ils fourraient, ça serait fucking laid. Ça serait comme... Ça serait Balenciaga. Balenciaga, ouais, ça serait ça. Parce que j'allais dire Rick Owens, mais Rick Owens aussi, il fourre pas, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est beau. Non, Rick Owens fucks. You think so? Ouais. Ouais. Hey, d'ailleurs, oh non, je peux pas en parler tout de suite. Mais je viens de me rappeler que Rick Owens, il y a un OnlyFans consacré à ses pieds. Faudrait que j'aille checker. En tout cas, bref. Mais c'était pas ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des pieds accidentés, genre. Comme Willem Dafoe. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont des laids pieds, ces hommes-là. Genre. Tu le sais, juste en regardant le visage, c'est comme, oh mon Dieu, ça va être les pires pieds. Genre. En tout cas, parenthèse, mais oui, matière fécale, donc, tout ça marche ensemble. Matière fécale, orteil lait. Félicitations à eux, on les aime beaucoup. Je suis contente qu'ils soient partis du Québec. Parce que le Québec aurait jamais compris. Honnêtement, on n'est pas prêt pour matière fécale. Puis, ils ont personne à habiller ici, OK? C'est ça la triste vérité. Fait que good for them. Ils ont fait des choix qui sont un petit peu discutables. Des fois, tu sais, ils ont donné... ils ont fait marcher Daniel Johnson, là, le gars de la Silicon Valley, le mégalomane qui veut être comme immortel. Là. C'est Brian Johnson. Daniel Johnson, c'est un ancien premier ministre. Oh my God! Ouais, mais c'est ça. Toutes mes passions se rencontrent. Voilà, je suis une femme de culture et là, des fois, dans mon cerveau... Non, c'est pas... OK, bref. Brian Johnson, donc le milliardaire... Non, mais il n'est pas milliardaire. Il est multimillionnaire de la Silicon Valley qui veut devenir immortel.
immortel, genre, OK? Fait que lui, il a défilé pendant... un des défilés de matière fécale. Mais c'est parce que c'est ça, eux, ils sont toujours un peu comme dans le transhumanisme, puis tu sais, très, très critiques, genre du techno-fascisme, puis du capitalisme, puis tu sais, c'est tout le temps un peu comme freaky, là, leurs vêtements, puis les mannequins qu'ils choisissent, ils prennent toujours des mannequins qui défient les normes et qui nous rendent inconfortables. Donc, c'est pour ça que Brian Johnson était là, parce que quel fucking lourdeau, cet homme. Anyway, matière fécale, shout out, on vous aime, fait que je suis contente que vous ayez une belle carrière, parce que maintenant, tout le monde s'arrache le linge de matière fécale. Et justement, ça a culminé. Ça fait 15 fois que j'utilise le mot « culminer » dans le même épisode, mais écoutez, c'est ça qui est ça. Culminé avec Zendaya. Ah! Elle a porté récemment un look matière fécale. Alors, avec les... Ben oui, c'est parce que Rafi, vous le voyez pas, là, vous l'entendez pas, mais Rafi est en train de mimer des ailes. Rafi, tu sais que tu as le droit de parler, hein? OK, tu as le droit d'intervenir. Il n'y a pas de moratoire là, sur tes participations. Tu ne seras pas payé plus, par contre. Tu ne seras pas payé plus. Puis, tu sais, ça se peut que je t'oublie dans les remerciements à la fin de l'épisode. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. On est juste nous deux, fait que c'est sûr que je t'oublierai pas, là, mais bon. Imagine si on avait été 3. T'aurais passé à la trappe. En tout cas, oui. Fait que Zendaya avait un look extraordinaire. Elle était habillée comme une déesse parce qu'elle était en pleine tournée pour l'Odyssée, le film, The Odyssey. Donc, elle portait oh mon Dieu, cette robe, une robe blanche bustier avec un haut un peu dur, moulé, genre, sur son corps. Puis là, genre, des ailes d'ange en arrière d'elle, comme un ange des pubs de Philadelphia dans les années 90. Shout-out à Sophie Fauché qui nous a récemment quittés, qui faisait partie des anges des pubs de Philadelphia. Quelle femme extraordinaire, Sophie Fauché. I miss you. Je dis ça comme si tu la connaissais. Alerte à la relation parasociale. Je la connaissais pas vraiment. J'aimais vraiment son personnage de Cristal dans Le cœur a ses raisons. Par contre, j'ai travaillé avec son frère, François Fauché. Pourquoi je parle vite comme s'il y avait comme un générique qui défilait devant moi puis que c'était presque fini, là, comme on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Non, c'est pas vrai. J'ai le temps. Même si ça s'éternise quand même, là, puis il faudrait que j'arrête. Mais OK, j'ai travaillé avec son frère François Fauché, qui est une soie. Puis comme je me dis que si Sophie était comme son frère, maintenant on le sait plus, là, maintenant, là, parce que, bon, dans les familles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment, vraiment opposé. Mais en tout cas, je suis sûre qu'elle était extraordinaire. J'ai juste entendu des bons mots au sujet de Sophie Fauché. Puis c'est triste qu'elle nous ait quittés. Donc, un ange de Philadelphia qui est parti trop tôt. Mais qui est retourné à la maison, en fait, qui est retourné au paradis, voilà, pour Sophie Fauché. Et donc, Zendaya, je pense pas que c'était un hommage à Sophie Fauché, mais elle portait comme un outfit que n'aurait pas renié Sophie Fauché dans les années 90 dans une pub de Philadelphia. Est-ce que mon lien est cohérent? Je pense que oui. Je pense qu'on écoute ça, puis on est comme génie. D'accord. Alors, c'est ça. Très, très beau look. Et c'est un look matière fécale. Et là, maintenant que matière fécale a été couronnée par Zendaya, là, tout le monde parle d'eux, là. Tu sais, comme là, sur les réseaux. Mais qui est matière fécale? Comment arrive-t-il à séduire avec un nom aussi dégueulasse? Non. Comment est-ce qu'on peut créer autant de beauté quand on a un nom aussi dégueulasse? Blablabla. Bref, toutes les analyses, là, psychopop se font en ce moment au sujet de matière fécale. Puis c'est des petits, j'allais dire des petits gars de chez nous, non, je sais pas, c'est des gens de chez nous. C'est des gens de chez nous. Fait que, oui, angine de poitrine, mais avez-vous vu les 2 freaks de matière fécale? Genre, moi, je veux voir des gens déguisés en matière fécale dans la rue, là. Laissez faire les petits pois. Si vous voulez être vraiment edgy, on passe à l'autre niveau, là. On a apprivoisé, là, les polka dots de angine de poitrine. Faut passer à la prochaine étape. Faut porter de la chair, OK? Faut porter des plumes, faut porter du latex dans la vie de tous les jours, là. Moi, je veux qu'on ait un Fecal Matter Summer, OK? Oui! Ah, pour vrai? J'aimerais tellement ça y aller. Tu y vas-tu? Tu peux-tu être comme mon passe-droit, j'allais dire... C'est quoi le contraire de ghetto? Gothique. Tu peux-tu être comme ma carte d'entrée gothique? Est-ce que je peux t'utiliser comme véhicule? Ouais. OK. Comme mon cheval de Troie? Ah! OK. Fait que c'est ça. Parce que là, enfin, c'est le moment de parler de l'Odyssée. OK. Puis il y a un cheval dans l'Odyssée qui s'appelle le cheval de Troie. Parce qu'il est livré à Troie, dans le cadre d'une guerre qui s'appelle la guerre de Troie, déclenchée au nom d'une femme qui s'appelle Hélène de Troie. OK, voilà, alors c'était le résumé de l'Odyssée d'Homère. OK, non, c'est plus complexe que ça, mais bon, oui, alors on va terminer sur ce sujet-là. J'ai enfin vu l'Odyssée.
de Christopher Nolan. Alors, c'est ça, là, j'en parlais en intro. Là. C'est comme le film événement de l'année qui fait le buzz cet été en raison du casting colossal qu'il a réussi à réunir. Matt Damon, Charlize Theron, Anna Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Travis Scott et j'en passe. Et évidemment, les fans de vedettes comme moi jubilent parce que c'est un casting de rêve, là. Toutes ces personnes-là réunies dans une seule pièce, alors qu'on sait qu'ils n'ont jamais tourné ensemble ou presque, mais c'est pas grave, OK? C'est malade. Gros buzz aussi parce que c'est filmé sur pellicule devant des vrais paysages un peu partout sur la planète, la mer, le désert, les montagnes, les vallées, etc., etc. Fait que là, les maniaques de cinéma jubilent. Buzz aussi parce que, il y a beaucoup de diversité au casting, là. Hélène de Troie, donc la plus belle femme du monde dans le récit d'Homère, au nom de qui on a déclenché la fameuse guerre. Elle est incarnée par une femme noire et qui est Lupita Nyong'o. Il y a eu des rumeurs aussi comme quoi Elliot Page, qui est un acteur trans, devait incarner Achille, qui est un grand guerrier quasi invincible, sauf pour cette partie du corps. OK, pour ceux qui ne voient pas parce qu'ils écoutent Bitchologie en audio, j'ai levé mon pied. Mais finalement, c'était même pas ça le rôle de Elliot Page. Mais ça a été suffisant pour que l'extrême droite jubile. Ha ha ha! Voici une preuve des dérives du wokisme. On adapte un des plus grands textes de la littérature, vieux de plus de 2 millénaires, avec des personnes racisées. Scandale! Damnation! Enfer! Ça se peut pas, des Noirs ou des trans en Grèce, voyons. Voilà comment j'imagine les adeptes de l'extrême droite dans le sous-sol de leur maison. Je sais pas quoi penser de ces personnes-là qui peuvent pas concevoir l'existence des personnes noires ou trans dans un setup de l'Antiquité, mais qui arrivent très bien à concevoir l'existence des centaures, hein? Des sirènes puis des chiens à 3 têtes. Ça c'est correct. Ça, c'est correct dans la Grèce antique. Ces gens, tu sais... de toute façon, n'importe qui a déjà suivi un cours d'histoire de la civilisation occidentale au secondaire, donc tu sais ça quand t'as entre 12 et 16 ans, mettons, c'est qu'il y avait des Arabes, des Noirs, des Feufi puis des Chimèles durant l'Antiquité, là. Tu sais, ces gens-là, ils parlent de grandes civilisations puis des grands empires, puis c'est comme, mais tu penses qu'ils allaient de où à où leur empire? Les Romains, là, ils se déplaçaient. Ils n'étaient pas dans un camping dans la vallée de la Matapédia, là. Ce monde-là circulait, marchait, faisait du commerce, de la navigation. Je comprends même pas ces personnes qui pensent être cultivées, mais qui le sont pas du tout, genre. Puis qui vont affirmer des affaires du haut de leur ignorance, là, avec beaucoup de confiance, là. Là, c'est le moment où je plug que moi, j'ai fait du latin pendant 3 ans au secondaire. Et qu'est-ce qu'on faisait? Hein? En latin, on traduisait des textes, comme ça que tu apprends à parler la langue, entre guillemets, même si c'est une langue morte. Et qu'est-ce qu'on traduisait? Des textes de l'époque, c'est-à-dire des textes de l'Antiquité. Et je peux vous assurer que dans ces textes-là, ça parlait des territoires qui constituent aujourd'hui l'Italie, la Grèce, la France, l'Angleterre, l'Égypte, puis d'autres pays africains, là, sur lesquels je vais passer rapidement parce que je suis raciste. Oh, ABS! Oh, ABS, fidesima cum fronde. In campo videte nuncium et depole depola jajajax. In campo videte nuncium, amis se propera. J'ai des séquelles. Merci! Je sais pas s'il faut applaudir, par contre, parce que j'ai des séquelles, là, parce que quand j'étais à l'école, quand on oubliait notre livre de latin à la maison, M. Séguin, un des profs, nous punissait en nous faisant apprendre à chanter des chansons en latin devant la classe. Un petit monsieur français très bitch qui nous envoyait régulièrement chier, là, et qu'on adorait, évidemment, parce que tous les enfants de l'école privée, des écoles privées, c'est connu, n'est-ce pas, Rafi? On est tous un peu masochistes parce que nos parents nous négligent et se délestent de leur culpabilité en nous envoyant dans des bonnes écoles afin qu'on devienne des personnes importantes, hein, des leaders qui flirtent avec la sociopathie dans leur milieu de travail respectif une fois rendus à l'âge adulte. Me voici! Ah oui, c'est ça. I knew it. Je suis tellement due pour sniffer une ligne de citalopram, là. OK, anyway, pour en revenir à l'Odyssée, toi, tu l'as lu? Tu as lu, Rafi? Way back! Mais comment ça, tu as lu l'Odyssée, là? Tu m'as dit ça tantôt, puis j'étais comme, mais voyons non, toi! C'est-tu dans ta culture? Parce que t'es italienne? Non. Ah. J'ai passé une phase de lire les classiques, puis je trouvais ça bougie de moi d'essayer de lire l'Odyssée. T'as-tu dit bougie? Ouais, Oh, you were! I tried. Baddie et bougie. Yo, je travaille avec les meilleures personnes. La crème de la crème pour Bitchologie ou quoi, là. Nous, on accepte juste les baddies ici. C'est pour ça qu'Antoine n'est pas là cette semaine. Non, c'est pas vrai, c'est une joke! Girls only.
Non, il est au festif. Au festif, ouais. Bravo. Félicitations au festif. C'est un espace inclusif qui donne des chances à des gens comme les Louanges. On le salue. Voilà, alors c'est ça. C'était mon petit shout-out à l'équipe d'Urbania présentement au festif. J'imagine qu'ils vont faire du contenu avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce que ça... On va recommander de la carte. Ah, nice, OK, cool. Ça se peut que j'en écoute un. Fait que toi, t'as-tu aimé ça, l'Odyssée? Comme, on peut-tu dire ça? T'as-tu aimé ça? Tu trouves... Moi, j'aimais bien traduire les textes, là, mais c'est des extraits, tu sais. Bon, c'est dur à lire. Ouais. Mais c'était très fun. Ah ouais, c'était le fun? Ouais, mais c'est quand l'Antiquité, c'est la dramatique. Oui, c'est ça. C'est dramatique. Puis ça inspire plein de récits aujourd'hui, tu sais, qu'on adapte, là, tu sais, dans le fond, tout ce qu'on consomme est une adaptation moderne de ces vieux textes-là, vieux de 2000 ans, là, tu sais, essentiellement. Mais oui, donc, pour en revenir au film, tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu encore? Non. Fait que là, mais tu sais quand même qu'il y avait un gros buzz un peu partout pour différentes raisons. Donc, c'est un film qui était vraiment attendu de pied ferme. Et là, moi, je l'ai vu. En Puis- 70 mm. Oui, évidemment, pas le choix. Et après l'avoir vu, on dirait que la seule affaire que je peux dire, c'est tout ça pour ça. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension, OK? Parce que Nolan, c'est quelqu'un qui a de la misère avec l'écriture de ses personnages féminins. Là. Déjà, là, je suis comme, oh my God. Puis là, il s'attaque à un texte de l'Antiquité où, généralement, les femmes sont des personnages principaux, right? Tu sais, dans la mythologie grecque, les femmes, c'est des déesses, c'est des nymphes, c'est des sorcières, des ensorceleuses, des guerrières, des esclaves au destin tragique. On retrouve évidemment des archétypes, là, les pucelles, les mères, les prostituées. La vierge, la mère, la baddie, tout ça est là, mais rarement de manière unidimensionnelle. Les femmes ont une identité forte. Dans les récits de la mythologie, elles ont un bagage vraiment détaillé, elles ont une utilité. C'est pas juste des faire-valoir, ce sont des main characters, je le répète. Et ça, c'est des concepts qui sont entièrement étrangers à Christopher Nolan. Complètement étrangers à tout ça, le gars. Aussi Matt Damon comme lead. Why? OK, je sais qu'il y a une feuille de route vraiment impressionnante. Je sais, tout le monde à Hollywood a l'air d'adorer Matt Damon. Ça doit être un bon Jack, j'ai compris. Je le vois bien. Il est embauché, il a de la job, là. Les gens doivent l'aimer. Mais genre dans le dictionnaire, à côté du mot beige, c'est sûr que t'as la photo de Matt Damon. Là. Je m'excuse, mais qui aime Matt Damon? Personne aime réellement Matt Damon. C'est pas un acteur qui soulève les passions. T'sais? Il me fait penser à un pain à hot dog, OK? Parce que ce gars-là, il a besoin d'être accompagné. Parce que sinon, tu vas jamais l'acheter, même si tu manges du pain on a regular. Est-ce que tu achètes du pain à hot dog comme ça, out of nowhere? Jamais. Sans saucisse, Matt Damon, il n'y a rien, OK? Et sa saucisse à lui, ben, c'est Ben Affleck, OK? Ben Affleck, qui est un esti de pogo, de toute façon, un sad man. Deux hommes tristes, en fait, parce que Matt Damon aussi, il a l'énergie d'un homme triste. Là. Il y a genre comme une femme puis 8 filles, genre, il a l'air de s'ennuyer. Puis je comprends, il est arrivé très rapidement à Hollywood, il a écrit Good Will Hunting, très bon scénario, très bon film. Fait que, tu sais, il a fait sa niche à Hollywood, il a fait Saving Private Ryan, il a fait plein de films, là, où est-ce qu'il essaie de rentrer chez lui. T'as vu les mimes? Tous les films de Matt Damon, tous ses rôles, c'est un gars, un bon Jack qui essaie juste de rentrer chez lui, genre. Fait que why Matt Damon? Parce que Matt Damon, c'est vraiment particulier. Parce que à Hollywood, c'est un A-lister, OK? Donc, c'est la catégorie A à Hollywood. Mais c'est pas une star de cinéma. Parce que encore une fois, c'est pas un acteur pour lequel les gens ont un attachement. C'est pas lui qui va mobiliser les foules. Souvent, les gens vont voir le projet de Matt Damon. Ils vont voir le film parce que le film a l'air bon, parce que le réalisateur est bon, mais ils vont pas voir le film pour Matt Damon spécifiquement. Comme on allait voir un film back in the days pour Brad Pitt spécifiquement, George Clooney spécifiquement, Johnny Depp spécifiquement, tu sais. Il fait pas le figure, là, à côté de tous ces hommes-là que j'ai nommés, là. Matt Damon, c'est jamais le premier choix de personne, là. On allait écouter ce film-là de toute façon, peu importe le lead, puis ça donne que c'est Matt Damon. C'est ça son énergie, right? Fait que c'est weird parce que personne n'a un poster de Matt Damon chez eux. Fait que de le choisir pour être le lead, pour incarner Odysseus, je trouve ça, c'est un pari risqué quand même. C'est vraiment un pari risqué parce que le gars est tellement beige, il est tellement plate, tu sais, c'est comme... Je me suis même demandé, ce gars-là, est-ce qu'il a du charisme? Est-ce qu'il a du range? Je le sais pas. Je sais pas si Matt Damon a du range ou s'il joue toujours un peu le même rôle tout le temps, tu sais. Au point où c'est comme juste une figure réconfortante à qui on peut faire confiance.
un bon Jack, en fait. Fait que c'est ça. Matt Damon tout seul, je sais pas, quand il est avec sa saucisse Ben Affleck, c'est là que ça donne les plus belles choses. Good Will Hunting, évidemment. Aussi The Last Duel, un film assez récent, sorti comme en 2021, qui a été descendu par la critique, alors que moi, j'ai trouvé qu'il était super bon. C'est comme un film qui se passe, genre, au Moyen-Âge, puis c'est sur fond de MeToo, ce qui est comme quand même un thème inhabituel pour l'époque. C'est fucking long. Allez écouter ça, c'est fucking long. Mais tous les films durent 3 jours maintenant. So what you gonna do, OK? C'est pas celui-là qui va vous tuer, là. Un de plus, un de moins. On est déjà tous morts à l'intérieur. Anyway, Matt Damon, dans ma tête, pour moi, Matt Damon, il va toujours aussi être associé à Team America, World Police. Est-ce que tu sais c'est quoi, Rafi? C'est un film sur une escouade d'agents spéciaux, sauf que c'est des marionnettes. Genre, c'est des figurines qui parlent, OK? Puis c'est un film des créateurs de South Park. Fait qu'évidemment, c'est super vulgaire. Les marionnettes boivent, elles fourrent. Le film est pas tellement bon, mais il y a Matt Damon dedans, OK? Il y a une marionnette qui représente Matt Damon, puis c'est genre un personnage récurrent dans le film. C'est comme un running gag. Il apparaît toujours au pire moment, puis il fait juste dire « Matt Damon ». Avec cette voix-là d'ortho, OK? Comme ça, là. Matt Damon! Et ça me fait mourir. Ça, Steven, il va falloir le mettre à l'écran parce que les gens vont comprendre. Ça me fait mourir. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Fait qu'il est vraiment basic et inutile. Ce que ce film-là mettait déjà en relief en 2004. Mais bon. On fait avec, hein? Ça a été le choix de Nolan, puis finalement, ben, c'est correct. C'est un casting correct. C'est pas audacieux, c'est correct. Je m'attendais à une catastrophe en allant voir l'Odyssée. Ça n'a pas été ça. Matt Damon était correct. Ça n'a pas été ça non plus parce que, ben, l'Odyssée, finalement, dans la vision de Nolan, c'est un casting de rêve qui a juste très peu de chair à se mettre sous la dent. Genre, littéralement. Il y a pas suffisamment de texte pour l'ensemble des acteurs réunis. Parce que l'Odyssée d'Homère, dans les faits, c'est des cantiques, dans le fond. Là. C'est comme un récit raconté en chanson à ish. Là. Et je pense que Nolan est resté là avec cette idée de tableau. Fait que son film, oui, il dure 3 heures, mais en même temps, le temps passe super vite parce que les intrigues par tableau se déroule quand même assez vite. Là. C'est comme les 12 travaux d'Hercule, là. C'est-à-dire que c'est un quest, là. C'est une quête. Une fois que tu as fini une épreuve, ben, tu passes un peu à l'autre. Fait que c'est comme ça que c'est construit. Tu as fini de vaincre le monstre, ben, tu passes au prochain monstre. Fait que ça va vite, tu t'attardes pas. Fait que, tu sais, ça se gère bien, l'Odyssée, pour cette raison, mais ça fait en sorte que le temps d'écran de la majorité des gros noms est vraiment limité. Là. Zendaya, elle joue peut-être 3 minutes 45. Quand tu mets bout à bout toutes ses présences, c'est peut-être 3 minutes 45. Lupita, genre 3 minutes 54. Puis finalement, c'est surtout les acteurs qu'on connaît moins, donc les acteurs de catégorie B et C, comme John Leguizamo, qui est comme un acteur latino qu'on voit souvent dans des séries télé, Himesh Patel, et surtout Samantha Morton, qui joue la sorcière Circé qui aime pas les hommes, qui tire leur épingle du jeu. D'ailleurs, au terme de la scène de Circé, mon amie Anissé, qui était au cinéma avec moi, elle a chuchoté « She's all of us ». Dead. Quand vous allez voir la scène, vous allez comprendre, OK? Shout-out à toutes les femmes. Bref, Samantha Morton, actrice britannique, c'est la meilleure actrice du film. Je pense que c'est elle qui va aller chercher l'Oscar. La compétition va être très serrée, mais je pense que c'est elle qui va aller le chercher. Elle a la gravité, l'envergure d'une actrice de théâtre, ça paraît. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme une des seules, parce que là, tu regardes le film, c'est comme, tu regardes la diversité, t'es comme tout ça pour ça. T'as la gauche et la droite qui sont des caricatures de même, là. Tu sais, parce que bon, là, en ce moment, la droite, elle a chialé à cause du casting de diversité, mais la gauche aussi a chialé parce qu'ils disent, ben là, ils n'ont pas assez de temps d'antenne, ils n'ont pas assez de temps d'écran, finalement, la diversité, fait que c'est de la diversité de façade. Yo, personne n'a de temps dans ce film-là, OK? Personne a de temps dans ce film-là. C'est un film qui est profondément froid, clinique. Moi, c'est ça que je retiens du film. En fait, il ne dégage aucune chaleur. Christopher Nolan, c'est un de ses problèmes. Il y a de la misère à insuffler de la chaleur dans ses films. C'est bien raconté. Si on doit parler des qualités du film, c'est évidemment la technique, les prouesses techniques, les ressources mobilisées, les paysages à couper le souffle. Mais t'écoutes ce film-là pendant 3 heures et il ne se passe rien. Ça remue rien en toi. Juste pour vous dire, là, moi, j'ai déjà écouté, je connais l'Odyssée depuis que je suis petite, en fait, parce que je regardais, il y avait un dessin animé récurrent là, qui passait soit à Télé-Québec, je pense à Télé-Québec, ou à TQS, même des fois à la fin de semaine, tu sais, puis c'était l'Odyssée.
en dessin animé, là, en petit bonhomme. Et j'étais plus transportée par ça que par le film de Nolan que j'ai vu hier avec des vrais humains. Là. C'est qu'il y a une froideur, un traitement clinique de l'histoire qui est typique de Nolan. Je veux dire, ce gars-là, il y a une drôle de vibe. Là, je parlais d'enfants d'école privée là, qui sont un peu sociopathes. Là. Christopher Nolan, c'est le ultimate boss de la sociopathie, là, je veux dire. Le gars, il a une drôle d'énergie, puis ça transpire dans tous ses projets. Je trouve qu'il se répète aussi. Tu sais, j'ai regardé ça, encore une fois, je reviens à cette idée de tout ça pour ça. C'est qu'il nous a tellement habitués à du grandiose Christopher Nolan que là, ça ne surprend plus. Après avoir vu Dunkirk, après avoir vu Oppenheimer, après avoir vu Inception, après avoir vu Le Prestige, puis moi j'adore Le Prestige, c'est un film de magicien, là, j'aime ça. Bref, après avoir vu tous ces films-là, je trouve, même Tenet aussi, qui était excellent pour les effets spéciaux, qui était incompréhensible comme film, mais que niveau effets spéciaux, t'étais comme « wow! » Je trouve que Christopher Nolan, il va vieillir un peu comme Ridley Scott puis Steven Spielberg. Tu sais, ça va être comme, oui, on le sait, le monsieur avec ses obsessions. Tu sais, quand Steven Spielberg, il vient de faire un film, là, il y a encore des extraterrestres dedans, puis tout le monde est comme, ouais, OK, ouais, là, on a compris, monsieur, là, t'aimes les extraterrestres, là, of course, là. Tu sais, c'est comme, ça va rester bon parce que c'est Steven Spielberg, de la même façon qu'un film de Christopher Nolan, ça va toujours être bon, ça sera jamais mauvais, mais c'est pas nouveau. Et ce qui choque aussi, c'est que je pense que la télévision, nous a habitués à du gros calibre au cours des dernières années. À la fin de l'Odyssée de Christopher Nolan, j'étais comme... Entre ça, puis mettons Game of Thrones, Battle of the Bastards, on dirait que je préfère quasiment Game of Thrones, Battle of the Bastards. Tu sais, on a réussi des prouesses techniques, des prouesses de storytelling incroyables au cours des dernières années à la télévision. Et je pense qu'à force de voir justement la télé gagner en ampleur, en ambition, avoir les moyens de ses ambitions enfin, ce que Christopher Nolan là, nous a offert, ça se distingue pas tant. Pour un œil non entraîné, pour un œil non averti, ça se distingue pas tant de ce qu'on a pu retrouver dans les meilleures saisons de Game of Thrones. Pour de vrai. Tourné également dans des paysages réels. Tu sais, oui, il y a évidemment du CGI là, dans Game of Thrones. Les dragons, c'est pas vrai. Mais il reste que la qualité, elle est là. Tu sais, le calibre, il est là. Donc, aujourd'hui, un film de Christopher Nolan en 2026, est-ce que ça a le même effet que si c'était sorti il y a 10 ans? Je pense pas. Tu sais, puis je pense que Oppenheimer, ce qui a fait le succès, c'est qu'on savait pas comment il allait représenter la bombe atomique. T'sais, c'était ça le défi technique. Ça, c'est comme, OK, comment... C'est récent, d'abord, la bombe atomique. Puis ensuite, comment est-ce qu'on on capture là, ce moment-là où il teste pour la première fois sa bombe et que ça fonctionne? Ça, il a réussi. Ça, on n'avait jamais vu ça de cette manière-là au cinéma. Mais pour le reste, des messieurs en jupette puis en sandales gladiateurs qui se battent, là, je suis désolée, mais on a déjà vu ça, là. Rendu là, pour moi, 300 de Zack Snyder, c'est ça son nom, c'est quasiment plus innovateur que ce que fait Nolan. T'sais. Nolan, ce qu'il nous a offert, c'est un film d'envergure, probablement un des derniers grands films que peut se permettre Hollywood, qui est en perte de vitesse, autant au niveau des budgets que des idées, parce que maintenant, le cinéma... C'est le cinéma étranger qui brille. C'est le cinéma qui vient de la Corée, qui vient de l'Amérique latine, qui vient de certains pays d'Europe, qui brille davantage que le cinéma américain. Il n'y a plus d'idées à Hollywood. Fait qu'on le sait que c'est un des derniers grands films à voir le jour, avec toute la compétition également, avec les plateformes de streaming puis tout ça. Il nous a, je pense que c'est son legs au cinéma. C'est son legs ultime au cinéma. Je pense que c'est un film qui est important aussi. Tu sais, quand je disais que la gauche devient un peu une caricature d'elle-même, oui, les acteurs de la diversité n'ont pas beaucoup de temps à l'écran, mais il reste que c'est majeur. On peut se dire que ce film-là, qui est parmi un des derniers grands films d'Hollywood, aura eu un casting diversifié. Et ça, c'est important pour les générations à venir. Ça montre l'horizon de possibilités. Et si jamais Hollywood redevient ce qu'elle a déjà été, ben on aura ça dans notre carte mémoire. On pourra s'appuyer là-dessus. Comme ont été des films grandioses comme Les 10 Commandements, par exemple. Imagine le chemin qu'on a fait depuis Les 10 Commandements avec genre des personnes blanches en brown face puis en black face pour se rendre à un film comme L'Odyssée d'Homère avec des personnes racisées dans des rôles importants.
sans que ça soit un enjeu, ça, pour moi, c'est une victoire. Et ça, c'est la véritable réussite de Christopher Nolan dans ce film-là. Il a pris des notes, il s'est adapté. Il a évité les pièges qu'on lui reprochait par le passé. Il n'y a pas de scène de sexe gratuite weird. D'ailleurs, c'est un film qui est dénué de sexe et c'est peut-être ce qui manque un peu, le désir, la passion. Encore une fois, je reviens à la chaleur, mais c'est ça qui manque un peu au film. Mais je comprends, là, il s'est tellement fait ramasser là, pour les scènes de Florence Pugh dans Oppenheimer. Il s'est dit, je prendrai pas de chance. Il n'y aura pas un seul toton visible dans celui-là. Mais il reste que... où c'est que je m'en allais avec ça? Je disais qu'il s'est modernisé. Puis c'est une fable sur le monde qui nous entoure également. On a compris là, les clins d'œil à ce qui se passe dans l'actualité. C'est très, très clair là, ce que voulait faire Christopher Nolan avec ce film-là. Donc, c'est un film majeur pour cette raison. C'est un film qui va rafler beaucoup de prix aux Oscars. Est-ce que c'est un film qu'il faut absolument avoir vu? Oui. Est-ce que ça veut dire que vous allez l'aimer une fois que vous l'aurez vu? Non. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant de l'avoir aimé ou qui exagèrent un peu les qualités du film parce que personne veut avoir l'air d'une pauvre cloche qui dit qu'il n'a pas aimé le dernier film de Christopher Nolan dont tout le monde parle, qui a été encensé par la critique. Critique qui, on se le rappellera, veut toujours avoir l'accès. Hein? Christopher Nolan a fait un beau cadeau aux critiques. Il a interdit aux influenceurs de visionner le film et moi, je pense que c'est là la grande erreur. Peut-être que des moldus auraient dû aller voir le film pour qu'on puisse tous revoir nos attentes à la baisse. Parce que là, ce que ça donne, c'est que ça donne une critique qui s'est déplacée, qui s'est sentie cajolée, qui s'est sentie respectée et qui veut pas décevoir le réalisateur qui lui a laissé toute la place. Donc, la critique, elle est dithyrambique pour un film qui, encore une fois, représente une prouesse technique visuelle incroyable, mais qui ne remue rien chez la personne qui le reçoit. Moi, ça, c'est ma critique. Hein. Peut-être que vous avez été ému. Il y a des très belles scènes dans ce film-là. Il y a des moments, là, encore une fois, la scène de Circe est magnifique. Vers la fin également, il y a des beaux moments avec Anna Hathaway, mais il reste que des beaux moments de philosophie, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, Christopher Nolan, c'est le plus cérébral des réalisateurs. T'sais, j'aimerais ça être dans la tête de ce monsieur. Ce monsieur-là est sur le spectre, là, je peux pas croire. Là, parce que pour vrai, il est tellement froid, il est tellement détaché. Là, et c'est drôle parce que je l'entendais dire en entrevue récemment qu'il avait beaucoup apprécié le cinéma de l'horreur des dernières années qui a émergé. Notamment, il parlait de Obsession, à quel point c'était une inspiration, puis à quel point ça lui donnait le goût d'essayer, lui aussi, de faire du cinéma d'horreur. Puis je me suis dit, là, on aurait quelque chose. Là, on aurait quelque chose d'intéressant. Donnez-y une comédie romantique. Donnez-y quelque chose, pour vrai, qui aille réaliser un vidéoclip. Qui fasse ça pour vrai. On a besoin, il faut qu'il sorte de sa zone de confort un peu, parce que sinon, il va ternir son propre legs à force de se répéter. Mais je le salue. Puis je salue aussi une autre affaire que j'ai entendue dans les dernières semaines que je trouve qui est super importante. Puis je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que ça rappe bien. Mais j'écoutais Serge Denoncourt faire une de ses énièmes montées de lait dans laquelle il disait que c'est important de continuer de produire les classiques pour des nouvelles générations. Parce que oui, c'est le fun, les histoires originales, les scénarios nouveaux, tout ça. On aime beaucoup ça. Mais c'est important aussi de revisiter des œuvres qui ont façonné l'humanité, des œuvres vieilles de plusieurs millénaires, parce que ça nous dit justement le chemin parcouru. Puis je trouve ça extraordinaire, justement, que Christopher Nolan ait décidé d'adapter l'Odyssée puis de mettre Travis Scott, un rappeur dedans qui joue un barde, parce que pourquoi pas? Tu sais, c'est une façon de raccrocher un public plus jeune à des textes qui sont de moins en moins enseignés dans les écoles. Donc, juste pour ça, genre, je trouve que c'est noble, en fait. C'est noble, puis c'est plein de bons flashs comme ça. Tu sais, Travis Scott, là, c'est cool. La majorité, tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai vu des gens faire comme « What the fuck, Travis Scott? Qu'est-ce qu'il fait là? » Mais tu sais, je veux dire, le tiers des gens le connaissent pas. L'autre tiers pense que c'est A$AP Rocky, le mari de Rihanna. Puis ceux qui le connaissent pas, ils s'en foutent. Ils voient juste un homme noir, ils savent pas que c'est un rappeur. Puis c'est juste naturel. Fait que c'est plein d'affaires comme ça. C'est des bons flashs. Zendaya en Athéna, bon flash. Moi, je l'ai vu arriver dans son costume. Puis je suis comme, voyons, pourquoi elle est habillée comme ça? Elle est habillée comme dans Dune, esti. Puis là, j'étais comme ça. S'es-tu trompée de film? As-tu passé d'un set à un autre? Parce que d'habitude, Athéna, c'est la déesse de la guerre et de l'intelligence. Elle arrive avec son casque, sa lance, son hibou, tout ça, puis c'était
pas du tout ça, mais après, j'ai compris pourquoi il l'a dépeint de cette façon-là. Puis j'étais comme, OK, c'est des bons flashs. Il y a un clin d'œil au Chevalier Noir, au Dark Knight dans le film, tu sais, le personnage d'Agamemnon, extraordinaire, la représentation. J'aime ça quand quelqu'un est autoréférentiel. Je jetais des fleurs à Madonna pour cette raison. Je le fais aussi avec Christopher Nolan. Le danger, par contre, c'est de se répéter sans se réinventer. Donc, j'espère qu'il va pouvoir l'éviter parce que je pense que c'est un cinéaste qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. J'en avais long à dire au point où j'ai plus de souffle. Il reste 10 minutes sur notre carte, hein? Je pense que ça conclut l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé à aller le voir parce que l'esprit critique, en tout cas celui que j'essaye de cultiver chez Bitchologie, c'est que même si on bitch, c'est important de se faire sa propre opinion par soi-même. Donc, je vous invite fortement à aller voir ce film puis à vous intéresser aussi aux autres dossiers dont j'ai parlé. On va tous se coucher moins niaiseux, moi y comprise. Bye!